22h15 sur France 3 Haute-Normandie. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce tout dernier rendez-vous de la soirée consacré au deuxième tour des élections départementales. Vous pouvez évidemment retrouver tous nos résultats sur notre site internet canton par canton. Scores et résultats sur lesquels nous allons revenir avec vous, Philippe Goudet bien sûr, et puis avec Frédéric Nicolas. Et on commence tout de suite, Frédéric, avec la Seine-Maritime. Oui, la future assemblée départementale que vous pouvez découvrir. Il y a 17 cantons classés à gauche, 18 classés à droite, ce qui donne 34 conseillers pour la gauche, 36 pour la droite. Dans le détail, 26 pour le Parti socialiste, 3 classés front de gauche, Parti communiste, et 5 divers gauche, dont le duo de Bolbec. On va y revenir dans un instant. Du côté de la droite, ça donne donc 17 conseillers pour l'UMP, 12 divers droite et 7 UDI. Je vous donne quelques résultats dans ce département de Seine-Maritime. À Bolbec, un canton dont on va beaucoup parler ce soir, je pense. Dominique Métaux, le maire de Bolbec, officiellement sans étiquette, classé divers gauche dans notre diverses infographies. Et Muriel Moutier-Le Serre l'ont emporté avec 66,3% des voix face au duo Front National Bruno Blondel et Josiane Onvaux. À Fécamp, c'est Alain Basile, le conseiller général sortant avec Dominique Tessier qui l'emporte 56,9% des voix face au duo PS divers gauche dont Patrick Jeanne, l'ancien maire donc, qui est battu. À eux, il y avait un enjeu et c'était l'un des cantons que le Front National avait dit qu'il pourrait remporter. Il est battu face au duo Parti Socialiste Marie Leverne, Didier Régnier, 54,8 contre 45,2% des voix. À Saint-Romain de Colbosque, duo UMP qui bat duo Front National. 65,3% contre 34,7%. À Dieppe 1, le maire de Dieppe, conseiller général sortant, est battu 44,9%. Il faisait duo avec Emmanuel Caru-Charton. Ils sont battus par le duo André Gauthier, Imelda Van de Candelare, la maire d'Offranville. À Neuchâtel-en-Brie, une triangulaire qui voit gagner l'UMP-UDI, Nicolas Bertrand et Yvette Laurent-Pasquier. La liste divers gauche avec Dany Minel de Démocratie et Liberté et Armel Mousson juste derrière à 34,5%. Le Front National à 28,3%. À Darnétal, une autre triangulaire remportée cette fois par le Parti Socialiste, près de 41% des voix. Du côté de Rouen 1, l'un des 3 cantons rouennais, victoire de Jean-François Bure pour l'UMP avec Marine Caron de l'UDI, 52,6% face au duo Sarah Berluet et Éric Defalco pour le PS. Et au Havre 3, Jean-Paul Lecoq est réélu, 67,2% des voix. Il faisait équipe avec Sophie Hervé et ils battent donc le duo Front National. Vous parliez de Bolbec tout Oui. à l'heure, Frédéric. Et bien justement, partons pour Bolbec. C'était un canton très courtisé et par la gauche et par la droite. Il a finalement été donc remporté par le maire sans étiquette de Bolbec, Dominique Métaux, qui a remporté ce deuxième tour avec un peu plus de 66%. Un maire qui devrait certainement être très courtisé. Reportage Gwenaël Elbron avec Hervé Guiraudou. Dominique Métaux, Muriel Moutier-Le Serre, 7856. Le barrage contre le Front National a fonctionné ce soir dans le canton numéro 3. C'est le binôme emmené par le maire de Bolbec qui l'emporte largement avec 66% des voix. J'aurais souhaité encore faire une plus large victoire face à des extrémistes, mais j'aurais souhaité aussi qu'on soit, je dirais, plus par rapport à face à un parti républicain que face à un parti qui exprime que de la haine et parfois de la vengeance. Le duo sans étiquette l'emporte sur les 20 communes du canton. Une défaite qui n'a pas surpris les candidats du Front National, qui comptent toutefois près de 900 voix de plus qu'au premier tour. Nous sommes satisfaits. On a fait ce qu'on pouvait, quoi. On a fait une bonne campagne. On a eu un bon accueil des gens sur les marchés, tout ça. Dans les quartiers. C'était bien. On est quand même content d'être passé au deuxième tour quand même. Donc c'est quand même une satisfaction personnelle et puis du travail que toute l'équipe a pu fournir sur les marchés, comme dit Bruno, quoi. En réaffirmant ce soir leur appartenance à aucun parti, les nouveaux conseillers assurent qu'ils conserveront leur autonomie dans la future assemblée départementale. Nous allons maintenant partir pour un canton où se disputaient encore 4 binômes pour ce second tour. À Saint-Valery-en-Caux, où les divers droites UDI ont logiquement remporté ce canton au vu des scores du premier tour. Voyez ce reportage signé Jean-Marc Pitt avec Laurent Lagneau. À quelques centaines de mètres du casino de Saint-Valery-en-Caux, le suspense est digne de celui qui plane autour des tables de roulette. Au cours du dépouillement de cette triangulaire, on s'aperçoit bien vite que les villes du canton favorisent le binôme de gauche
et les zones rurales, la paire de droite. 506 votants. Jean-François Maillère, conseiller général sortant, court après les derniers décomptes. Mais le verdict tombe. Au niveau de la droite, 38,42%. La professeure d'histoire et le retraité du nucléaire soutenu par l'UDI enlèvent ce match très serré. Je pense qu'on a réussi à convaincre beaucoup d'abstentionnistes. Et puis peut-être aussi en allant faire un petit peu On est allé dans certaines communes où le vote FN avait été assez important, réussir peut-être à convaincre aussi certains électeurs du FN à reporter, à reconsidérer leur vote, parce qu'il y a eu beaucoup de votes de contestation en fait. Ça n'est pas nécessairement toujours un vote d'approbation, de conviction sur le FN. À gauche, certains soutiens en semble-t-il manquer. Mathématiquement, on était favoris parce qu'il y avait 14% de voix du front de gauche et il y a eu des mauvais reports. Ça, c'est évident. La priorité du binôme vainqueur est le recentrage des dépenses du département pour permettre de financer des chantiers publics et de redynamiser l'emploi. Voilà pour Saint-Valery-en-Caux. Nous allons maintenant réécouter quelques réactions que nous avons entendues tout au long de cette soirée. Par exemple, celle d'Antoine Ruffnac ou encore de Nicolas Rouly et de Pascal Martin. Ils étaient avec nous tout à l'heure. Écoutez. Maintenant, ce qui va être difficile, c'est de succéder à une équipe qui a mal géré le département. J'en ai eu l'expérience, moi, en 1995, quand je suis devenu maire du Havre. Quand il faut reprendre les choses en main, rééquilibrer le budget, avoir une politique plus réaliste, avoir quand même des projets, ça va être pour l'équipe qui va diriger le département de Seine-Maritime quelque chose de difficile. Mais enfin, encore une fois, soyons optimistes ce soir, optimistes pour le département de Seine-Maritime et le département de l'Eure, optimistes dans la perspective des régionales qui devraient se dérouler dans les prochains mois, et puis surtout, et c'est l'essentiel, optimiste pour le pays. Je vais en particulier relever malheureusement cette ambiguïté qu'a eu l'opposition départementale sur la position à tenir par rapport à l'extrême droite et qui de toute évidence a pu entretenir ici ou là des phénomènes de report contre nature. Et donc il faudra évidemment regarder de façon plus détaillée ces résultats, mais il faut d'ores et déjà évidemment être très vigilant. Et c'est la détermination dont je parlais. Vous savez, il y avait 30 élus socialistes dans l'Assemblée départementale à la fin de ce mandat. Eh bien, il y en aura encore au moins 28. Et à partir de là, bien sûr, nous avons une responsabilité à assumer. Même s'il y a encore un mois, personne nous donnait la moindre chance de voir le département de la Seine-Maritime basculer. On a fait un travail énorme de renouvellement, d'union. J'ai, moi, pris l'initiative de réunir dès demain après-midi l'ensemble des binômes qui ont gagné ce soir pour évoquer la stratégie à avoir pour l'élection du président qui aura lieu jeudi après-midi en Seine-Maritime. Je serai candidat à la candidature. Voilà, Pascal Martin, candidat à la candidature. Il était avec nous tout à l'heure. Philippe, la Seine-Maritime a donc basculé à droite. C'est pas forcément ce que les commentateurs avaient annoncé. Nous les premiers, à France 3. C'est vrai qu'on pensait que ça serait très juste et plutôt en faveur de la gauche. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Clairement, il y a eu une amplification du mouvement du premier tour en faveur de la droite. On posera la question au président Maillère-Rossignol, le président de la région, peut-être de savoir si la stratégie de nationalisation du débat était la bonne. Elle a été initiée par le Premier ministre, M. Valls. C'est une question importante. Est-ce que le redécoupage n'a pas été finalement défavorable à la gauche et s'est retourné un peu comme un boomerang ? On posera la question à Mme Brulin, ici présente, qui est secrétaire fédérale du Parti communiste de Seine-Maritime, de savoir si effectivement le PC n'a pas beaucoup plus perdu que ce qu'il pensait. Si la gauche était restée au pouvoir avec moins de communistes, vous auriez pu peser au niveau du débat au sein de l'Assemblée départementale. Aujourd'hui, vous avez perdu sur les deux tableaux. On posera la question de savoir si l'alliance entre le PC et Europe Écologie Les Verts, on posera la question à Mme Sanchez, qui est secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts, de savoir si ça a été une bonne stratégie. Oui, à Pont-de-l'Arche dans le département de l'Eure. Pour le reste, ça n'a pas vraiment été une réussite. Le Front National, on posera la question tout à l'heure à M. Houssin, qui est le porte-parole régional, de savoir si effectivement la politique menée par le Front National a été la bonne. Vous n'avez pas d'élu, vous en souhaitiez, donc il y a des raisons. À droite, évidemment, vous avez des raisons de sourire, mesdames. Madame Guégaud, vous qui êtes députée et secrétaire départementale de l'UMP de Seine-Maritime, et vous, Madame Morin-Desailly, qui êtes sénatrice et responsable de l'UDI dans la région, avec M. Morin, entre autres. Alors, c'est vrai que à droite, vous gagnez, dans le département de l'Eure et dans le département de la Seine-Maritime. Cette victoire aurait peut-être pu être plus ample, et c'est vrai que le Front National vous a quand même sérieusement embêté, de même que le Parti Socialiste.
Alors toutes ces questions, Philippe, on va évidemment se les poser, mais d'abord on va s'intéresser au département de l'Eure avec les résultats puis la représentativité justement au sein du département. Et donc la future assemblée départementale de l'Eure sera de la façon suivante. Vous voyez, il y a 15 sièges alloués à la gauche, 31 à la droite, du fait qu'une liste est constituée, on va y venir dans l'instant, d'un PS et d'un divers droite, d'où ce nombre impair. Dans le détail, 10 sièges pour le PS, 2 pour les divers gauche, 2 classés PCF Front de Gauche, 1 Europe Écologie Les Verts. Donc on y revient dans un instant également à Pont-de-l'Arche, et 31 à droite, 16 UMP, 8 UDI, 7 divers droite. Quelques résultats à Beuzeville. Ce binôme, donc PS divers droite, Jean-Pierre Flambard, conseiller général sortant avec Micheline Paris, divers droite, élu avec 34,4% des voix. C'était très serré, le Front National à près de 33% et l'UDI également près de 33%. À Bourteroule-d'Infreville, Gaby Lefebvre et Bruno Kettel, le maire de Bourteroule pour le PS, sont élus avec 58,6% des voix face au Front National qui réalise 10 points de plus qu'au premier tour. Val-de-Reuil, duel PS-FN, Jean-Jacques Coquelet, Jannick Léger, la vice-présidente du Conseil général, 64,2% des voix face au duo FN. À Gaillon, Catherine Melien, Jean-Luc Réchet pour le duo PS divers gauche sont élus face au Front National Erika Kerman, Anna Vido, là aussi plus 8 points par rapport au premier tour. Pont-de-l'Arche, on le redit, donc victoire du duo Europe Écologie Les Verts, Marianne Higdet et Gaëtan Levitre, le maire d'Alizé pour le Front de Gauche, 41,2% des voix. Du côté de Pont-Audemer, c'était là aussi l'une des 5 triangulaires de l'Eure. Francis Courel et Marie-Claire Aki pour le PS sont élus face à l'UDI-UMP et le Front National. Vous voyez les résultats. À Bourrachard, autre triangulaire, le duo de droite UDI l'emporte. Benoît Gatinet, Marie-Tamarel Verhaeghe, 37,8% des voix face au PS et au Front National. Du côté du Neubourg, Jean-Paul Legendre et Martine Saint-Laurent, liste de droite, sont élus avec 60,8% des voix face au duo FN, 39,2% des voix. Bernay, Jean-Hugues Bonamy, le premier adjoint au maire donc de Bernay, et Valérie Branlot, liste UDI divers droite, sont élus avec 52% des voix face au PS. Et puis rapidement, les Andelys, liste de droite qui l'emporte face au FN, même chose. Pour Vernon, l'UMP l'emporte face au Front National. On va maintenant partir pour Saint-André-de-l'Eure, où c'est un binôme PC emmené par André Auger qui l'emporte finalement. La conseillère générale de l'ancien canton avait fort à faire dans cette triangulaire face à la droite et au Front National. Les 3 binômes qui étaient au coude à coude après le premier tour. C'est un reportage signé Stéphane Gérin avec Stéphane Notte. Il n'y aura pas d'élu Front National à la tête du canton de Saint-André-de-l'Eure. Les électeurs ont décidé de réélire André Auger pour un 7e mandat. Mon explication, c'est que au premier tour comme au deuxième tour, on a tenu à être jugé sur des faits, sur les actes, sur le travail accompli. On n'a absolument pas été ailleurs que là et on s'est maintenu sur ces positions alors que les autres listes ont fait des élections politiques. Alors il s'agissait d'élections locales. Pour tout dire, cette triangulaire ressemblait davantage à un duel entre la gauche et le Front National. Au premier tour, 81 voix séparaient les deux partis. Seulement le Front National avait fait le plein des voix, ce qui n'était pas le cas de l'UMP qui arrive ce soir à la 2e place. Faire reculer le Front National est une victoire pour nous. Seul, en plus, 280 voix nous séparent de la liste de Mme Auger et Serge Masson. Donc pour nous, c'est une victoire. Certes insuffisante, mais c'est une victoire. Au moins, nous avons fait reculer le Front National déjà. Le regret maintenant pour moi, c'est que ce canton reste un canton à gauche et en extrême gauche et qu'il ne bascule pas dans la majorité de ce département. Nous resterons un canton isolé et ça, c'est mon plus grand regret. Le FN obtient quant à lui 31,07% des suffrages. Les candidats se disent satisfaits. Ça montre en tout cas pour le second tour que l'électorat qui a voté pour nous est un électorat fidèle. Donc pour des gens qui n'étaient pas connus, nous n'étions pas connus sur le canton, je pense qu'on a quand même fait un très très beau score. Des candidats qui ont le sourire aux lèvres et qui comptent bien faire parler d'eux lors des prochaines élections régionales. Voilà pour Saint-André-de-l'Eure. Je voudrais qu'on vienne et qu'on réécoute les réactions de Bruno Le Maire, de Hervé Morin et de Jean-Louis Destan. Ils étaient avec nous tout à l'heure en plateau ou en direct. On les écoute et puis ensuite on lance le débat avec nos invités. Moi, ma préoccupation, c'est pas qu'on fasse du triomphalisme. Je ne souhaite pas qu'on crie victoire matin, midi et soir et qu'on fasse preuve de trop de triomphalisme. Ma préoccupation, c'est que nous nous remettions tout de suite au travail pour préparer les prochaines échéances et surtout pour tenir parole pour les habitants de l'Eure qui, pour beaucoup, ont le sentiment d'avoir été abandonnés, méprisés, négligés. Il y a eu un vote très fort du Front National, je ne l'oublie pas. Il y a eu une abstention très importante, un électeur sur 2 qui n'est pas allé voter, je ne l'oublie pas.
Eh bien tout ça nous oblige, Sébastien Lecornu, la nouvelle majorité, moi-même comme responsable de l'UMP dans le département, à obtenir des résultats concrets pour les habitants de l'Eure. Honnêtement, il y avait toutes les raisons de sanctionner la gestion d'un parti socialiste qui tenait la main sur la Seine-Maritime avec des niveaux d'endettement et de fiscalité absolument considérables. Puis troisièmement, un contexte national qui amenait les Français à dire, voilà, vous nous avez raconté un film en 2012 et vous nous en avez écrit un autre lorsque vous êtes arrivé au pouvoir avec un échec à peu près sur toute la ligne, que ce soit sur l'endettement, sur la politique économique ou sur l'emploi. Il est très dommage que dans ce département, nous n'ayons pas été capables de faire un accord entre toutes les forces de gauche, parce qu'on ne refait pas l'histoire. Mais quand on regarde les résultats et qu'on fait les comptes, ce soir, la gauche conserve 8 cantons sur les 23. Et si nous avions été capables collectivement de nous entendre, et il y avait une demande des élus communistes du Conseil général pour arriver à un accord, nous aurions certainement ce soir un résultat plus favorable. Voilà les réactions de nos personnalités politiques tout au long de cette soirée. D'autres nous invités nous ont rejoints avec plaisir. On va pouvoir maintenant débattre et analyser un peu ces résultats et puis ce second tour. Philippe, moi j'avais une question à tous, mais voilà, peut-être plus particulièrement Madame Morin-Desailly. Est-ce que ces départementales pour les électeurs ne sont pas finalement les électeurs du Front National un galop d'essai avant la présidentielle, histoire de tester pour voir combien on ferait avant d'y aller en 2017 ? Pourquoi tout ramener au Front national ? Question. Moi, ce que je constate ce soir, c'est que l'Alliance de la droite et du centre, UMP, UDI, Modem pour l'agglomération rouennaise, DVD, est arrivé largement en tête, qu'il n'y a pas de conseiller départemental issu du Front National ce soir. Donc, ramenons le débat du premier tour, vous comprenez ? Il s'enracine dans le paysage. C'est incontestable. Pour autant, les Sénomarins, je crois, ont fait le choix d'une majorité, une nouvelle majorité issue de la droite républicaine et du centre ce soir. Et c'est cette assemblée qui va devoir prendre en main les destinées de notre département. Moi, ce que je voulais dire, c'était d'abord féliciter l'ensemble des candidats, titulaires comme remplaçants. On parle moins des remplaçants, mais il ne faut pas oublier que c'est un quatuor qui partait sur un canton très élargi. Donc ce sont des équipes, comme l'a très bien rappelé Pascal Martin, qui ont travaillé à la reconquête du département. Donc il faut les féliciter, y compris ceux qui ont été éliminés au premier tour. Nous nous sommes bien réancrés dans l'ensemble du paysage. Je voulais aussi souligner à quel point, là où il y avait des triangulaires, puisque vous parlez du Front National, je suis allée, moi, sur le terrain à Saint-Valery-en-Caux, je suis allée également à Saint-Saëns, là où il y avait des triangulaires la semaine dernière. Et je dois dire que nos candidats, droits dans leurs bottes, fidèles au projet que nous avons travaillé tous ensemble, encore une fois, force de l'UMP, les DVD, les UDI, eh bien, ont tout simplement fait valoir auprès des électeurs que si on voulait donner à ce département une chance d'être géré autrement, compte tenu de l'état catastrophique qui a été rappelé de la dette, des finances, de la fiscalité, eh bien, il fallait au deuxième tour tout simplement donner ces chances à cette majorité qui se dessinait. Personne n'est propriétaire des voix des électeurs. Je suis assez choquée de M. Nicolas Rouly, qui est parti, qu'on viendra entendre à la télévision, qui a l'air de stigmatiser les électeurs du FN. Mais les électeurs du FN, ce sont des électeurs. Il ne faut pas confondre ceux qui gèrent le FN et des électeurs. D'ailleurs, les électeurs, on voit bien sociologiquement, ce sont des électeurs qui viennent aussi bien de la droite que de la gauche, qui peuvent aussi bien voter aussi extrême gauche. Ils votent pour les extrêmes, c'est bien démontré. Donc soyons respectueux de chacun. Entendons le message aussi de désespoir et de souffrance, puisqu'il parlait de souffrance, qui est lancé ce soir aux Français, aux Sénomarins. Et c'est à nous, avec humilité, de se mettre au travail, tout simplement, parce que là, il va falloir gérer le département maintenant pour 6 ans. Madame Guégou, Christophe Gully, qui est géographe, qui est l'auteur d'un livre qui a fait pas mal de bruit, La France périphérique, évoque justement la provenance des électeurs du Front National. Je crois, Madame Morin-Desailly, si je peux me permettre, je suis assez d'accord avec vous d'un point de vue d'observateur de la vie politique. C'est vrai que le Front National prend à droite
et à gauche. Et si on regarde les derniers sondages sur, en cas de duel Front National gauche ou Front National droite, il est intéressant de voir que ce n'est pas monolithique, ce n'est pas d'un seul bloc, on va voter d'un côté ou de l'autre. Finalement, on partage ses voix. 1, on ne va pas obligatoirement voter. 2, on peut voter un peu à gauche et un peu à droite selon ses convictions. On parle de la vie bipolaire, la vie politique bipolaire. Maintenant, on parle de la vie tripolaire. Est-ce que véritablement, malgré tout, et sans dire qu'il n'y a que le Front National qui compte, ça ne change pas quand même pas mal la donne? Écoutez, moi je ne crois pas à cette vision tripolaire. Je pense sincèrement que nous avons un travail à faire, c'est certain. Et avoir reconquéri des territoires, c'est important parce que ça va nous permettre de montrer aux Français que nous sommes capables de remplir nos engagements, de changer de cap et de préparer l'avenir. Et je l'espère, au travers du travail qui sera fait par l'ensemble des nouveaux élus, des nouvelles majorités, puisqu'il y a évidemment de nombreux départements qui ont changé, dont la couleur change dès demain matin, eh bien j'espère qu'au travail, à cette image de cette nouvelle France, des territoires, nous pourrons démontrer que l'alternance d'un cap politique en France, c'est effectivement les forces de l'union de la droite et du centre. Voilà, donc c'est un travail que nous devons faire en responsabilité, en essayant effectivement de répondre aux attentes de nos concitoyens. Je pense particulièrement aux zones rurales, parce qu'encore une fois, si on regarde bien au travers des résultats, on s'aperçoit que nous avons à la fois aussi une très forte abstention et des votes pour les partis de l'extrême droite dans ces zones rurales. Et nous devons aller reconquérir ces territoires qui ont le sentiment, pour beaucoup, d'avoir été oubliés et abandonnés dans les politiques publiques qui ont été menées depuis quelques années dans ce département. Ça passe par une stratégie de l'Union, Françoise Guégaud, que vous allez mener jusqu'où? Au régional, au présidentiel? Écoutez, je l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début de cette campagne, nous avons pris la responsabilité ensemble de travailler dans l'Union parce que, particulièrement dans les périodes difficiles, je pense que les Français nous attendent sur notre capacité à travailler ensemble. Si nous ne sommes pas capables de travailler ensemble alors que nous défendons les mêmes valeurs, je ne vois pas comment nous pouvons concrètement prendre des responsabilités. C'est un message qui est effectivement pour moi essentiel, donc nous allons continuer bien sûr à faire cette union, elle est absolument évidente et c'est dans cet esprit que nous allons continuer à gagner des territoires jusqu'effectivement l'échéance la plus importante pour notre famille politique et nos partenaires, que sera 2017. On va passer la parole à la gauche, mais rapidement, non, Monsieur Houssin, vous parlez comme tout le monde. La question aussi, on y revient toujours. Alors là, on va reparler du Front National et pour cause. Vous avez fait des bons résultats au premier tour, même si vous avez légèrement progressé dans certains cantons. Vous n'êtes pas passé, vous n'avez pas d'élu dans la région de Normandie. Je pense que vous êtes quand même un petit peu déçu. Vous n'êtes pas déçu. C'est un peu votre objectif. Je me souviens de M. Gaillard qui disait sur ce plateau qu'il allait avoir, que votre formation politique allait avoir des élus. Bon, c'est quand même un peu raté, franchement. On a passé à 1,5 point près, donc on est quand même tout proche d'y parvenir. Moi, ce que je retiens, c'est les résultats tant au niveau local qu'au niveau national. Il faut rappeler qu'au niveau national, au premier tour, nous avons progressé par rapport même aux européennes, à la fois et en pourcentage et en voix. Ce soir, dans les duels que nous faisons en France, nous faisons 44% lorsque nous sommes en duel en moyenne contre la gauche et 41% de moyenne lorsque nous sommes en duel contre la droite. Donc nous progressons dans tous les électorats. Par ailleurs, ce qu'il est important de noter également, c'est que des gens nous rejoignent de partout. J'entendais tout à l'heure, je crois que c'est la responsable départementale de l'UDI du Vaucluse qui ce soir rejoint le Front National. Donc nous avons encore des nouvelles personnes qui arrivent. Vous avez raison de constater qu'on assiste actuellement à une tripolarisation du débat politique français, mais nous pensons que nous allons petit à petit arriver à une bipolarisation entre d'une part le Front National et les gens qui le rejoignent, et puis ce qui restera de l'UMPS. Moi, si vous permettez, je voudrais interpeller les représentantes de la droite parce que j'ai bien compris que leur projet, c'est de gagner toutes les élections. Et je dirais que le gouvernement, des personnalités politiques. Le gouvernement malheureusement, leur en donne beaucoup trop d'occasions. Mais quand même, on est au soir d'un deuxième tour où l'Eure et la Seine-Maritime viennent de passer à droite. Moi, je n'ai entendu pendant toute cette campagne que 2 mots, économie et recentrage des départements sur leurs compétences. Concrètement, et la dette, Madame Brulin, la dette. Tout à fait, économie, c'est bien ce que je dis. Quelles sont les politiques que vous allez mener en matière de protection maternelle et infantile, en matière de liaison transmanche, en matière de développement des collèges, en matière... C'est sûrement là-dessus que vous envisagez de faire des économies. Et je veux tout de suite rassurer tous vos téléspectateurs. Il y a en Seine-Maritime 4 élus du Front de gauche
et communistes, 3 dans l'heure, puisque nous étions en partenariat avec nos amis d'Europe Écologie Les Verts, et que nous serons dès demain au combat, parce que la politique de la droite, c'est pas quelque chose qu'on découvre de ce soir. La droite et le centre, La Madame droite Brulin. et le centre. Soyez Si vous voulez complète être associé à la politique sarkozyste, grand bien vous fasse, Madame Morin-Desailly, mais j'en ai quelques souvenirs, et les Français aussi. Donc en gros, ce qui va se passer, malheureusement, c'est qu'à partir de demain, les politiques sociales, les politiques de développement de l'éducation, de la culture vont en pâtir très lourdement, et nous serons là pour les combattre. Ils en pâtissent déjà. Vous savez que les baisses des dotations aux collectivités territoriales, quand les collectivités vos dirigeants financent l'ensemble de la culture, proposent de faire encore plus de baisses. Lorsque le gouvernement socialiste aujourd'hui fait 50 milliards d'économies, vous en proposez 100 à 150. Je crois que M. Meyer-Rossignol veut réagir. Non, Allez-y. je voulais simplement confirmer et aller dans le sens de Mme Brulin. La droite vient de gagner les 2 départements de la région Haute-Normandie. Bon. Comme l'a dit Mme Morin-Desailly, il faut être humble. En l'occurrence, sur le département de Seine-Maritime, ça se joue à 1-2 cantons sur 35. Le programme de la droite et du centre, c'est il faut tailler, il faut faire des économies. Très bien. Donc l'opposition régionale, la gauche, dans les 2 départements, vous demande de nous dire clairement, concrètement, quelles associations, quelles structures, vous avez déjà commencé, quels employés, quels employés, quelles associations culturelles, vous le saurez très bien. sociales, d'insertion, vous allez fermer. J'ai constaté dans un certain nombre de communes, si je peux juste terminer, Madame Morin, excusez-moi. Je vous laisserai la parole juste après. En tout cas, vous avez eu le mérite de rester sur ce plateau, puisque j'ai vu M. Morin tout à l'heure, qui est venu, qui a parlé, puis qui nous a dit qu'il devait vite partir à Paris. Et quant à M. le maire, lui, il est carrément resté depuis Paris, ce qui donne une indication aussi de leur intérêt pour ce territoire. Donc, nous savons que dans un certain nombre de communes, à Évreux, à Louviers, à Vernon, au Havre, il y a déjà des coupes dans la culture, par exemple, dans le social. Je sais que vous êtes très attachés à la culture. Et donc, je vous demande de nous dire, concrètement, quelles associations, quelles structures, les maisons du département peut-être, quelles structures, quels établissements vous allez fermer. Les maisons du département, elles étaient au cœur de la campagne. Oui. Moi je voudrais juste dire un mot. Je crois que nous ne sommes évidemment pas de futurs élus, puisque demain, nous n'avons pas participé à cette élection en tant que candidats. Je crois simplement que les candidats qui ont porté les couleurs de l'Union de la droite et du centre ont été assez clairs dans leur message. Il est vrai qu'ils ont communiqué sur leurs responsabilités et leurs engagements par rapport à la situation catastrophique financière de ce département. Ils ont donc eu un message de vérité. Maintenant, je pense qu'il faudra, dès demain, que la nouvelle Assemblée constituée puisse très clairement proposer la façon dont ils engageront leur politique publique. Nous leur faisons bien évidemment confiance sur un recentrage des compétences du département que sont les solidarités, parce que bien évidemment le département a pour compétence majeure de répondre aux solidarités, de répondre à l'aide aux petites communes. Je crois, pour ma part, pour bien connaître certains territoires ruraux, j'en ai un certain nombre dans ma circonscription, des territoires qui ont été totalement abandonnés en matière d'aide aux communes notamment. Et voilà, donc il y aura une transparence, c'est un engagement qu'ont pris la nouvelle équipe, qui va se constituer encore une fois demain. Voilà, je crois qu'il faut être serein ce soir, laissons-leur le temps de s'installer et ils présenteront au Sénomarin leur projet pour les années à venir. Voilà, on va poser une question à Mme Sanchez, mais tout de suite, Monsieur le Président. Allez-y, après j'ai une question à vous poser. Oui. Oui, alors Monsieur le Président, est-ce que le 2,76 est mort? Pourquoi? Parce que le 2,76, on rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que c'était une alliance économique forte d'ailleurs du Conseil régional avec les 2 conseils généraux. Bon, les 2 conseils départementaux passent à droite. Et puis, question corollaire, les régionales, comment ça s'annonce pour vous? On rappelle aussi que vous êtes candidat à la candidature pour être le président de la grande région normande. Sur le 276, j'ai répondu tout à l'heure, je vais dire la même chose. Moi, je suis un républicain. La région travaille avec tous les territoires de la région, et c'est normal, y compris des territoires qui sont gérés par des familles politiques qui ne sont pas la mienne, encore heureux, et on va continuer de le faire. Et moi, je serai évidemment porteur de ce message républicain. Il faut absolument qu'on continue d'investir. Je rappelle que la région est le premier investisseur public local, qu'elle a encore augmenté son investissement, que c'est une des régions, si ce n'est la région la mieux gérée de France. J'ai bien l'intention de continuer dans ce sens-là et de travailler avec les 2 départements dans cette intelligence-là, à condition que les départements le souhaitent, parce que dans le 276, il y a tout un tas de politiques qui sont portées
qui, si vous vous recentrez, Madame Guégaud, sur les compétences du département demain, seraient amenées à disparaître parce que vous décideriez de les arrêter. Et donc, il faudra que vous nous disiez, moi je le dis en tant que républicain, quelle politique concrètement vous souhaitez arrêter. Voilà. Et j'attends de voir, j'ai peur que ce soit dans la culture, dans l'Eure, puisque nous le voyons déjà dans l'Eure. J'ai peur que ce soit en matière sociale et d'insertion en Seine-Maritime. Bon, les 5 départements de la Grande Normandie sont à droite. Est-ce que ça veut dire que ça vous embête un petit peu dans la perspective des élections régionales? On sait que vous êtes candidat à la présidence de la Grande Région. Comment ça se présente pour vous? Évidemment que le fait que les 5 départements ne soient pas de ma famille politique n'est pas un avantage. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la droite est favorite, c'est vrai, que je suis challenger, c'est vrai. Mais vous savez, moi, je suis un compétiteur et les matchs en 5-7, ça ne me déplaît pas. C'est vrai que vous êtes un joueur de tennis émérite. Madame Sanchez, on ne vous a pas entendu. Alors, donc, on disait tout à l'heure, c'est vrai que la politique d'alliance avec Europe Écologie Les Verts d'un côté, le Front de Gauche de l'autre, ça a bien marché à Pont-de-l'Arche, très bien, mais ça n'a pas marché partout, c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Bérégovoy était au 2e tour des élections cantonales en 2011, pour prendre un exemple. Là, cette année, il a été éliminé dès le premier tour, lui et sa camarade, Madame Brangier. Oui, moi je regrette vraiment qu'on commence seulement à parler d'écologie et d'environnement. Vous voyez, on est quand même 2015, l'année de la COP 21, où la question du climat est prégnante. Les collectivités vont avoir un rôle à y jouer. Pourquoi est-ce qu'on nationalise ce débat? Est-ce qu'on oublie ces enjeux où on a apporté également par nos politiques de rénovation? Les investissements doivent aussi être orientés vers cette transition-là, et personne n'en parle aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu de votre faute? Pardonnez-moi, je suis un peu provocateur en posant cette question, mais je continue. Dans le sens où, effectivement, Europe Écologie Les Verts était une formation qui était franchement écolo. Maintenant, le fait de vous rapprocher, c'est pas un reproche, mais stratégiquement, politiquement parlant, de vous rapprocher de la gauche, est-ce que vous ne perdez pas un petit peu de votre couleur verte pour devenir un peu plus rouge? Vous savez, on a déjà parlé de la biodiversité des écologistes, et nous, on travaille localement. Vous voyez, on n'a pas nationalisé cette élection, et on a travaillé localement avec les gens qui pouvaient porter avec nous des compromis sur des points de programme, des accords qui ont été construits vraiment pas à pas, localement. À Pont-de-l'Arche, c'était le cas. On a pu se retrouver sur des sujets comme le contournement Est. Alors même aujourd'hui, des élus de droite de l'Eure ont pu aussi se prononcer contre. Quand on voit l'état des finances et que le département va avoir en charge toujours la voirie, il est important d'améliorer ce qui existe, le réseau secondaire qui doit être de qualité. Et pourquoi investir aujourd'hui des sommes qui ne vont pas être utiles pour les habitants de l'Eure? Donc là, il nous semble que c'est une question qu'on pourra porter ensemble, et ça nous intéressait d'avoir cette discussion-là concrètement. D'accord. Il va y avoir un remaniement plus que probablement. En tout cas, il est annoncé. On ne sait pas s'il va avoir lieu de façon ample ou limitée. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des ministres Europe Écologie Les Verts au sein du gouvernement? Alors le parti sera consulté. Il y a des divisions quand même parmi vous, c'est pas clair. Mais on a des instances, un conseil fédéral qui sera consulté par un vote de ses membres. Donc après, si vous voulez, le coup un peu de génération écologie des années 1990, c'est un petit peu daté aujourd'hui, et les écologistes sont une force aussi de proposition qui ne doit pas être minimisée. Vous voyez, quand le ministre de l'Intérieur nous met à 2%, ça n'est pas du tout la réalité de nos scores sur le terrain. Dans les cantons de Haute-Normandie, nous avons été entre 4 et 25% selon les cas dans l'Eure, et entre 8 et 22% en Seine-Maritime. Donc vous voyez, on est bien loin de ces 2%, et l'écologie ne peut pas être considérée comme un supplétif uniquement. C'est un projet à part entière, et il faut en tenir compte. L'écologie n'appartient pas qu'aux écologistes. Je voudrais rappeler que la famille UDI, avec Jean-Louis Borloo à sa tête, a porté quand même le Grenelle de l'environnement à l'époque. Nous l'avons salué à cette époque-là, jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy dise l'environnement, ça commence à bien faire. Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc voilà. C'est un sujet important. Mais personne n'en a le monopole. Mais tout à fait, mais nous souhaitons pour cela aussi rénover la vie politique, cette compétition sans jamais de proportionnel qui permettent de nouer aussi des coalitions de projets dans les différentes assemblées politiques. Aujourd'hui, nous paraît un leurre. Pourquoi est-ce que les Français se détournent des élections? Parce que ce système de scrutin majoritaire qui, soi-disant, devait écarter le Front National, qui aujourd'hui dépasse le bipartisme pour aller dans un tripartisme, quel est son sens? À vos collègues de la gauche, puisque c'est eux qui ont proposé ce mode de scrutin on pense effectivement que la contre lequel vous avez voté d'ailleurs. Pardon, vous plaisantez, la proportionnelle, nous la portons depuis toujours. Non, mais le mode de scrutin, le nouveau mode de scrutin, vous avez voté contre. Bien même sûr. Que les écologistes et aussi. contre Il y a que les socialistes ce charcutage qui donne les résultats aujourd'hui qu'on connaît.
Moi, je veux bien qu'on dise que la défaite de la gauche est due aux règles, mais franchement, je crois que c'est pas sérieux. Je rajoute quand même, Madame Morin-Desailly, j'espère que vous serez d'accord avec moi, que ce mode de scrutin a permis d'instaurer la parité, non seulement sur ce plateau, mais également dans les assemblées départementales. J'espère que vous conviendrez avec moi que c'est plutôt un progrès. Il se trouve que c'est la gauche qui l'a porté, vous ne l'avez pas voté. Bon, pour le reste, effectivement, il y a eu un changement de mode de scrutin et des redécoupages. Mais est-ce que c'est ça, fondamentalement, qui explique la défaite de la gauche aujourd'hui? Non. La gauche, elle a perdu. Globalement, le Parti socialiste est en situation d'échec. Il faut évidemment en prendre sa part de responsabilité. Moi, je considère que localement, nous menons des politiques de gauche et de transformation avec l'ensemble des formations de gauche. Mais encore une fois, est-ce que la baisse du Parti socialiste se traduit par une augmentation des autres formations de gauche? La réponse est non. Il y avait plus d'élus Front de gauche hier qu'il n'y en aura demain. Il y avait 2 départements à gauche, il y en aura 0 demain. Si l'on souhaite pouvoir porter des politiques de gauche sur le territoire, est-ce qu'on va dans le bon sens aujourd'hui? Je pose cette question de manière collective à l'ensemble, y compris à ma propre famille politique, bien sûr, à l'ensemble des formations de la gauche. On voit bien aujourd'hui que demain, il y aura moins de politiques de gauche. Madame Guégaud a eu l'honnêteté et la clarté de dire que, effectivement, la nouvelle majorité va décider des coupes. Ça veut probablement dire moins de services publics. Ça veut dire qu'après l'élection, je termine ma phrase encore une fois, Madame Morin-Desailly, ça veut dire qu'après l'élection, nous allons, les Sénomarains, les Eurois, vont payer l'addition. Vous en sommes précis. Je suis tout à fait favorable à ce que les formations politiques de gauche, et même au-delà des formations politiques, parce que ça se saurait si les partis politiques représentaient aujourd'hui nos concitoyens, réfléchissent au fait que d'élection en élection, d'élection partielle, puis municipale, aujourd'hui départementale, et peut-être d'autres à suivre, se traduit systématiquement par des victoires de la droite et des progrès du Front National. Mais dans cette discussion, mettons tout, y compris la politique que mène le gouvernement. Parce que, en gros, si c'est pour discuter de tout, sauf le sujet tabou, parce que jamais il faut y revenir, c'est la politique que mène le gouvernement, il y a un vrai problème. En venant jusque dans vos studios, j'entendais une étude qui a été réalisée là, juste avant ce second tour, qui montre que, par exemple, il y a 57% des électeurs socialistes qui souhaitent que le gouvernement fasse une politique plus à gauche. Il y en a bien plus encore, et ça n'est pas surprenant, parmi les électeurs du Front de gauche. Donc vous espérez que M. Hollande va entendre le message? Répondons à cette attente. Essayons d'ouvrir le débat sur cette question-là. Mais en tout cas, il ne peut pas être question de dire on se rassemble, mais nous ne discuterons jamais de la politique du gouvernement parce que c'est tabou. Moi, je voudrais tout d'abord revenir sur le mode de scrutin. Il est quand même tout à fait scandaleux que les électeurs du Front National, qui représentaient 30% au premier tour, n'aient pas de représentants ce soir. Heureusement, ils auront l'occasion de se rattraper, comme on le disait tout à l'heure, aux élections régionales. Et puis, j'ai pas eu encore l'occasion d'intervenir sur le basculement des 2 départements à droite. Nous n'en attendons absolument rien. En effet, nous constatons que l'UMP a voté 96% des délibérations du Parti Socialiste lors des précédentes mandatures. Et puis, nous nous souvenons du bilan de Nicolas Sarkozy. Il nous promettait moins de dettes, il y a eu 600 milliards de dettes plus supplémentaires. Il nous promettait moins de chômage, il y a eu 750 000 chômeurs supplémentaires. Il nous promettait moins d'impôts, il y a eu 40 impôts et taxes supplémentaires. Il nous promettait de passer le Karcher, il n'a jamais dû trouver l'arrivée d'eau, puisqu'il a à la fois supprimé des postes de police et de gendarmerie, et il a aussi augmenté l'immigration. Donc nous n'attendons absolument rien de ce basculement. L'outrance de vos propos. Rapidement, Mme Guégaud et Mme Morin-Desailly. Voilà, je ne relèverai pas l'outrance des propos. J'aurais simplement rappelé pour dire que si les Sénomarins vont payer, mais les Sénomarins payent aujourd'hui une dette abyssale pour le département qui de l'ordre d'un peu plus de 1 000 euros par habitant. Je rappellerai quand même que c'est le département l'avant-dernier en matière d'endettement. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, la nouvelle majorité qui s'installe est une collectivité dans une situation où elle va pouvoir continuer effectivement à dépenser sans compter. Donc, encore une fois, la responsabilité des élus, ça va être ce recentrage sur des politiques efficaces, avec une transparence et un contrôle permettant, dans une période difficile où nos concitoyens ont besoin de savoir où va l'argent public, eh bien nous leur dirons où va l'argent public de manière très claire. Madame Morin-Desailly. Je voulais dire à Madame Brulin, la Chambre régionale des comptes, ce sont quand même des magistrats indépendants, a fait cette étude extrêmement sérieuse qui démontre que la gestion du département était catastrophique. Qu'est-ce que c'est une politique de gauche, Monsieur Meyer-Rossignol?
regardez les compétences des départements. C'est essentiellement les solidarités humaines et territoriales. C'est donc l'accompagnement social de nos concitoyens. Ce sont des compétences obligatoires. Donc le département remplira bien entendu son rôle. Maintenant, ça ne veut pas dire tenter de mieux gérer, être à la fois responsable, mais aussi rigoureux et ne pas laisser s'emballer la dette. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? La majorité, la future majorité qui s'est dégagée ce soir a tout son temps, comme l'a expliqué Madame Guégaud, pour exposer tranquillement son projet qui a été partagé avec les seniors marins. Donc n'essayez pas de dire que nous sommes dans les économies et l'austérité. C'est les vous qui économies le et dites. l'austérité. Non, nous sommes dans une gestion simplement ambitieuse mais rigoureuse. Rigoureuse, c'est ce que demandent aussi les Français aujourd'hui. Transparente, honnête, tout simplement. L'addition, Monsieur Meyer-Rossignol dit qui va payer l'addition? Mais elle est déjà payée par les seniors marins depuis 10 ans. 6 fois, à 6 reprises, la fiscalité a été augmentée, sur fond également d'augmentation de fiscalité nationale. Donc ils l'ont déjà payé et ils nous l'ont fait savoir tout simplement aujourd'hui. À travers des résultats. Oui. Alors, rapidement, après j'ai une question. Vous le savez, Mme Morin-Desailly, puisque vous avez siégé à la région. La région est une des mieux gérées de France. La dette de la région est de 130 € par habitant. Vous le reconnaîtrez. Mais avec Mme Brulin, et je crois aussi avec Mme Sanchez, nous vous écoutons attentivement depuis tout à l'heure et nous n'avons toujours pas entendu précisément quelle politique et quelles structures et quelles associations vous comptez supprimer. Vous ne l'avez pas dit précédemment, vous ne le direz pas. Vous ne le direz pas ce soir. Alors c'est la communication, ce sont les maisons du département. C'est quoi précisément? Non mais les Diepois doivent savoir si demain ils devront aller à Rouen pour pouvoir bénéficier des services du département. Non, c'est pas une leçon, c'est une question. Madame Morin-Desailly, c'est une question. Dites-nous précisément. Les collectivités territoriales ont mécaniquement entraîné des suppressions de subventions déjà à des associations à caractère caritatif, médico-social. C'est déjà dans certains le centres médico-sociaux La gauche l'a déjà mis par le département. Madame Morin-Desailly, assumez qu'il y a des difficultés financières. Arrêtez de tromper ceux qui nous dites au plan écoutent. national, lorsque le gouvernement actuel réalise 50 milliards de baisse de dépenses publiques, c'est le gouvernement que vous avez soutenu. Vous en demandez plus. Vous plaisantez, j'espère. Nous ne soutenons pas ce gouvernement. Vous en demandez plus encore. Et c'est cette politique-là que vous allez décliner dans le département. Vous savez, je pense qu'on peut... Enfin, excusez-moi, je reprends juste un petit commentaire, mais quand nous disions l'une et l'autre combien l'union était importante, nous vivons chacune dans nos assemblées respectives des majorités qui se font, qui se défont, des unions. Comment voulez-vous, en matière de politique, quand on est appelé à utiliser le 49.3 sur une loi qui était une loi économique soi-disant exceptionnelle, que la majorité toute seule, la loi Macron, il y avait plus de chances que vous la votiez que moi je la vote, Madame Guégaud. Je pense que la loi Macron, vous vous retrouviez plus dedans que moi dedans. Comment voulez-vous, Monsieur Meyer-Rossignol, qui représente mais je lui dis régulièrement, ce que j'ai à Madame Morin-Desailly, dire. contrairement à vous, je ne cumule pas de fonction parlementaire. Comment voulez-vous que les Français aujourd'hui puissent croire encore dans des élus qui se divisent au premier tour, qui se retrouvent au deuxième tour et qui, sur le plan national, passent leur journée à se critiquer et à considérer qu'ils ne sont pas dans le même tempo. Voilà. Donc il y a un message fort. Vous avez simplement considéré qu'elle n'allait pas assez loin. Donc vous en partagez l'essentiel des objectifs, vous voulez aller encore plus loin. Je n'aurais pas voté, je me suis exprimée, je n'aurais pas voté la loi Macron pour des tas de raisons. Ça n'est pas un débat que nous avons à avoir ce soir. On pourrait d'ailleurs l'avoir, moi je suis tout à fait prête à vous parler d'économie, c'est un sujet qui nous passionne. Simplement, mais demain, absolument. On pourra en parler demain, tout à fait. Simplement, je crois, de manière très forte qu'aujourd'hui, voilà, nous avons fait l'union, nous avons eu un message clair et les Cénomarins ont compris ce message. Nous partions quand même, je le rappelle quand même, d'une situation où nous étions très minoritaires. Nous avons gagné le département ce soir. Et bien demain, faites confiance aux nouveaux conseillers départementaux. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont préparée. On vous donne rendez-vous demain avec Philippe et Frédéric justement pour continuer à analyser ces résultats de deuxième tour. Très belle soirée à vous sur France 3 et à demain.